monde. Dans le cadre de notre préparation du régional 2020, nous allons aborder aujourd'hui une leçon très intéressante et un cours que nous trouvons toujours à l'examen régional, à savoir les figures de style. C'est toujours, il y aura un exercice d'un point, donc il vaut mieux maîtriser ces figures de style afin d'exploiter cette note, on en a besoin. Quand on parle des figures de style, ça s'appelle les figures de style, mais ça s'appelle aussi les figures de la rhétorique. Les figures de la rhétorique. Quand on parle de la rhétorique, en arabe, ça s'appelle balagha. Donc, quand on dit les figures de la rhétorique, c'est-à-dire siyar al-balagha. Pourquoi ça s'appelle figure de rhétorique ou bien figure de style? Monsieur Tout-le-Monde, par exemple, s'il veut décrire un paysage ou une action ou une situation. Par exemple, quand la pluie tombe. Monsieur Tout-le-Monde, quand je dis Monsieur Tout-le-Monde, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas spécialiste de la littérature ou de la poésie ou de l'esthétisme du langage. Monsieur Tout-le-Monde va dire par exemple il pleut. Ou bien il va dire la pluie tombe. Avec la représentation de l'arabe. Donc il pleut ou la pluie tombe. Ça c'est Monsieur Tout-le-Monde qui va dire ça. Or un poète, quand il veut décrire la même situation, il va dire par exemple le ciel pleure. Ainsi, le passage d'une phrase ou d'une description ordinaire vers une description esthétique, ça s'appelle une figure de style. Les écrivains d'ailleurs, quand ils veulent travailler avec les figures de style, au début, ils écrivent leur texte d'une manière ordinaire, normale. Et ce n'est que pendant la réécriture qu'ils commencent à orner et à maquiller et à décorer leur texte afin de travailler ce qu'on appelle la fonction esthétique du langage. Jacobson a travaillé sur les fonctions du langage. Parmi les fonctions développées dans l'usage des figures de style, il y a la fonction esthétique du langage. Souvenez-vous, quand on a défini la littérature, on a dit que la littérature, c'est l'ensemble des œuvres écrites ou orales à vocation esthétique. Quand je dis l'esthétisme, c'est-à-dire j'aime lire. Donc les figures de style ou les figures de la rhétorique, on les utilise pour rendre la langue plus belle. Et bien sûr, la langue qui est travaillée esthétiquement parlant, c'est la langue littéraire. On va lire la définition que nous avons ici. La figure de style est un procédé. Donc là, c'est important, c'est un procédé stylistique. Par exemple, toutes les leçons que nous avons cette année en langue sont des procédés employés. Par exemple, les registres littéraires, la vocalisation, la valeur des temps verbaux, les valeurs modales, les valeurs aspectuelles, des temps, des modes et des verbes. Ça s'appelle des procédés. Mais figure de style, c'est aussi un procédé, c'est-à-dire une technique, une manière qui consiste à exprimer une idée et à l'enrichir au-delà de la simple communication du message. C'est-à-dire la figure de style ne vise pas à communiquer uniquement un message, mais il vise à communiquer un message d'une manière esthétique, c'est-à-dire sortir le côté esthétique du langage. Voici les principales figures de style classées en fonction de leur objectif. Donc ce classement, c'est un classement qui va vous permettre de maîtriser ces figures de style. Ce qui est demandé cette année, c'est ne pas réciter l'usage des figures de style. C'est-à-dire, on ne va pas vous demander de les définir, mais on va vous demander de les reconnaître et d'en tirer l'effet recherché ou la valeur recherchée. Donc on commence par la première catégorie, c'est les figures de répétition. Dans répétition, il y a répéter, ou bien ça s'appelle aussi les figures d'insistance, il y a le verbe insister. Répéter, insister. Ces figures de style reposent sur la répétition d'un mot ou d'une structure de phrase. Donc la répétition d'un mot. Vous connaissez, dès maintenant, on peut parler d'une anaphore ou d'une répétition, parce que c'est la répétition du même mot. Mais parfois, on a la répétition d'une structure de phrase. La structure de phrase, c'est le cas par exemple du parallélisme. Afin de mettre en valeur une idée. Donc dès maintenant, on peut repérer
L'effet recherché. L'effet recherché ici, c'est mettre en valeur une idée. L'effet recherché de toutes les figures de répétition ou bien d'insistance. C'est mettre en valeur une idée. On commence par l'anaphore. C'est la répétition du même mot ou du groupe de mots en tête de phrase, ou bien de vers, ou de proposition. Nous avons l'exemple ici d'Horace, une pièce théâtrale de Racine. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant. Rome, qui t'a vu naître et que ton cœur adore. Donc là, nous avons la répétition du substantif Rome. Donc là, on peut parler d'une anaphore. Cette répétition pourrait être en tête de vers, c'est le cas ici d'Horace, vu que c'est une tragédie classique écrite en vers. Ça pourrait être en tête de phrase, c'est-à-dire au début de la phrase, ou bien en tête de la proposition. La phrase contient des propositions. Quand on parle de la phrase et de la proposition, on parle de la phrase complexe, parce que la phrase complexe contient des propositions à l'intérieur. Donc là, il s'agit d'une anaphore. Dans l'anaphore, même on peut développer un peu la figure de style de l'anaphore et on parle d'une anaphore grammaticale et d'une anaphore lexicale. L'anaphore grammaticale, si on a par exemple toi et je continue, toi et je continue, toi et je continue. Donc là, il s'agit d'un pronom tonique, toi. Donc là, c'est une anaphore grammaticale. Pour Rome, c'est une anaphore lexicale. Anaphore lexicale. Donc la différence entre une anaphore lexicale et une anaphore grammaticale, c'est que l'anaphore lexicale contient une répétition d'un mot qu'on peut trouver seul. Rome, on peut trouver le mot Rome tout seul, parce qu'il fait partie du lexique. Par contre, l'anaphore grammaticale, il s'agit d'une répétition d'un élément grammatical qu'on ne peut pas trouver tout seul dans la phrase. Toi, je, me, ainsi de suite. Le dénominateur commun entre les deux, c'est qu'il s'agit soit l'anaphore lexicale ou soit concernant l'anaphore lexicale ou l'anaphore grammaticale, il s'agit d'une répétition en tête de phrase. Donc retenez, l'anaphore, c'est une répétition en tête de phrase, vu que nous n'avons pas une tragédie classique, c'est-à-dire nous n'avons pas de la poésie, donc on ne va pas parler des vers. C'est une répétition en tête de phrase ou bien en tête de proposition. La proposition, c'est une partie de la phrase. On peut parler de l'anaphore lexicale et de l'anaphore grammaticale. L'épiphore, c'est facile. Cette fois, c'est la répétition, mais à la fin de la phrase ou à la fin de la proposition. Regardez ici, musique de l'eau, attirance de l'eau. Nous avons la répétition du substantif l'eau et même du groupe prépositionnel de l'eau, si vous voulez. Si vous êtes face à une anaphore grammaticale ou une anaphore lexicale, choisissez l'anaphore lexicale. Donc essayez de choisir l'anaphore lexicale. Ne dites pas il s'agit d'une répétition de la proposition, de la préposition de, donc il s'agit d'une anaphore grammaticale. Non, non, il vaut mieux commencer par l'anaphore lexicale. Si vous ne trouvez pas une épiphore ou une anaphore lexicale, donc vous pouvez passer à la grammaticale. Donc je répète, l'anaphore, la répétition en tête de phrase ou en tête de proposition. L'épiphore, c'est la répétition, mais à la fin. Quand il s'agit d'une répétition au début, au milieu, c'est-à-dire il n'a pas une place précise. Alors là, on parle d'une répétition et on ne parle pas de l'anaphore. La terre était grise. Regardez, ça, c'est au milieu parce que la terre jusqu'à gris, jusqu'ici, là, il s'agit d'une phrase qui contient des propositions juxtaposées. Donc là, c'est une énumération ternaire. Donc la terre était grise, c'est 1. Le blé était gris, c'est 2. Le ciel était gris, c'est 3. Donc la première, la terre était grise, c'est une proposition principale. Le blé était gris, le ciel était gris, ce sont des propositions juxtaposées, car elles sont reliées avec des virgules. L'essentiel, c'est qu'on va trouver que gris se répète à chaque fois, partout. Il n'a pas une place précise.
Donc là, si on considère que la phrase commence par la terre et finit par gris ici, donc nous avons une répétition au milieu de la phrase. Ça, c'est une phrase de Jean Giono, un écrivain du XXe siècle. Donc là, il s'agit d'une répétition. On peut même parler d'une redondance. Une redondance quand la répétition est au milieu de tout un paragraphe. Redondance. La redondance s'appelle en arabe tardoud. Donc la redondance, quand on ne se limite pas à la phrase. Et la répétition, on la retrouve tout au long d'un passage, tout au long d'un texte. Par exemple, on va trouver le terme gris, on va trouver ce mot-là, on va le trouver dans le premier paragraphe, deuxième, troisième, et on va le trouver plusieurs fois. Donc là, on peut parler d'une redondance. Jusqu'à maintenant, nous étions sur la répétition du même mot en tête de phrase. Ça s'appelle